Pourquoi avons-nous l'apparence que nous avons? C'est essentiellement à cause de cette bonne vieille planète Terre, son atmosphère, sa gravité, ce genre de choses. Quand tu t'évades sur une plage pendant une semaine, tu as tendance à bronzer. Ok, mais qu'en serait-il d'aller vivre sur une toute autre planète? Un astronaute a passé une année entière à vivre sur la Station spatiale internationale. La pesanteur signifie qu'aucune gravité n'a été exercée sur son corps, si bien que ses os se sont affaiblis, ses muscles aussi. Cela a créé plus d'espace entre ses vertèbres. Il est donc devenu un peu plus grand, et ce, seulement en un an. Pour revenir à la plage, plus tu passes de temps au soleil, plus ton bronzage sera prononcé. Alors, si on allait vivre sur Mars? Après quelques centaines d'années, le premier grand changement que tu pourrais remarquer est ton nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur la Terre, donc tes muscles et tes os s'atrophieraient probablement, ce qui n'est pas très bon pour survivre sur une nouvelle planète. La gravité nous fait ressentir notre poids différemment. Si tu pèses 75 kg sur Terre, tu aurais l'impression de ne peser que 25 kg sur Mars. Il faudrait que tu manges davantage pour devenir plus fort et plus grand, afin de compenser la faible gravité de Mars. Super! Il est temps de faire pousser des os plus gros et plus forts, des organes, des muscles, etc. Il y aurait encore un changement radical. Ton plus grand organe, ta peau, est la barrière la plus importante qui te protège de tout. Des germes, du vent, des rayons UV, ou même d'avoir un aspect totalement flippant. Bref, ta peau s'occupe de tout. Tu aurais peut-être besoin d'une toute nouvelle peau. Que penses-tu de l'orange? Désolé, la peau verte appartient à la science-fiction, tandis que les caroténoïdes offrent une très bonne protection contre les UV. C'est ce qu'on trouve dans les carottes, les patates douces, les poivrons, les tomates, les citrouilles. Les maraîchers pourraient faire fortune sur Mars. Plus tu mangeras de ces légumes, plus ta peau deviendra orange. Si tu suivais un régime spécial et que tu portais un équipement de haute technologie, il y a des chances qu'un jour, vivre sur Mars soit tout à fait normal. Vivre sur Mercure serait vraiment difficile. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est clairement plus chaude que la Terre. Mais bizarrement, pas plus chaude que Vénus. Il y fait très chaud pendant la journée, environ 426 degrés Celsius, mais la nuit, il y fait moins 180 degrés. Les journées sur Mercure sont très longues. T'arrive-t-il de parvenir à la fin de la journée et d'avoir l'impression que tu n'as pas fait grand-chose? Pour régler le problème, déménage sur Mercure. Un jour sur cette planète dure environ 58 jours terrestres. Cela signifie que tu aurais beaucoup de temps pour te préparer à aller au lit, mais à mon avis, tu t'ennuierais probablement un peu. Une solution pour supporter ces conditions extrêmes serait d'être fait de métal, comme le titane, le nickel ou le platine. La vie sur Vénus serait bien pire que sur Mercure ou Mars. La pression y est déjà problématique. Tu souffrirais probablement d'un long mal de tête sans fin. Se tenir sur Vénus, c'est comme être à 900 mètres sous l'eau. Oh, et cette chose dont nous avons besoin à chaque instant de la journée. Le chocolat? Non, l'oxygène. Il n'y en a pas beaucoup qui flottent au-dessus de Vénus. Il y a du dioxyde de carbone partout et la surface de la planète est complètement sèche. Cela veut dire qu'il va faire chaud. 465 degrés Celsius. Il y a quelques espèces sur Terre qui peuvent survivre au point d'ébullition de l'eau. Et peut-être que si elles mutaient d'une manière ou d'une autre, elles survivraient à la folle chaleur de Vénus. 130 degrés Celsius est le record jusqu'à présent établi par une espèce de microbe. Prépare-toi donc à une transformation corporelle épique. Tu veux vivre sur Vénus? Tu devras probablement te transformer en un minuscule microbe pour survivre. Heureusement, l'atmosphère de Vénus contient de la phosphine, ce qui n'est pas génial pour les humains, mais les microbes adorent ça. Mais comme tu n'es pas un microbe, pas encore en tout cas, tu devras porter un équipement spécial pour contrôler la pression et respirer de l'oxygène. Ça ne se présente pas très bien. Peut-être que ce serait plus facile sur Jupiter. Oui, mais non. Cette planète n'a pas de terre ferme. Elle est faite d'hydrogène et d'hélium. C'est pourquoi on la classe dans les géantes gazeuses. Contrairement à Saturne, tu finirais probablement par flotter autour d'elle. Elle est comme un nuage géant, et si jamais tu réussissais à atterrir, ce serait comme marcher dans un brouillard super épais. Les températures fluctuent beaucoup là-bas. Il gèle à la surface, et l'atmosphère peut être super chaude en dessous d'elle. On ne le sait même pas vraiment. Si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langue parlée. Cette planète gazeuse absorbe les ondes radio. Donc même si tu pouvais parler, personne ne t'entendrait de toute façon.
Et il n'y aurait pas de musique, donc pas de soirée dansante. À quoi bon? Les gens devraient communiquer en langage des signes. L'atmosphère sur Jupiter est chaotique, avec toutes sortes de vents et de nuages de gaz. Tu ne pourrais probablement même pas voir quoi que ce soit. Donc, ça n'arrivera pas. Pourtant, Jupiter est géniale à regarder. Elle est si grande qu'elle pourrait contenir toutes les autres planètes de notre système solaire, et il resterait encore de la place. Un voyage sur Saturne te prendra encore une dizaine d'années, et ce serait une grande perte de temps. Saturne est principalement constituée de couches de gaz. Elle n'a pas de surface solide, donc l'agriculture, la construction ou toute autre activité normale sur Terre sont hors de question. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement explorer les fameux anneaux qui l'entourent. Mais tu échouerais, parce que les anneaux sont faits de millions d'éclats de glace qui flottent dans l'espace. On peut penser que Saturne conviendrait à la vie. Certaines couches de cette sphère de gaz géante ont en réalité une température assez agréable. Si tu plonges dans Saturne, tu arriveras à une couche de molécules liquides d'une température de 0 degré Celsius, comme le nord du Canada, l'Alaska, la Suède, sauf que tu ne peux pas marcher dessus. De toute façon, ce n'est qu'une couche mineure, et le reste de la planète est incroyablement froid. Donc si tu veux toujours vivre sur Saturne, tu as du travail devant toi. Il faudra te transformer en une boule de neige ou quelque chose comme ça. Qu'en est-il d'Uranus? Le temps est un peu bizarre sur Uranus. Alors si tu es dans la région et que tu cherches un endroit pour passer tes vacances, choisis cette planète. Une escapade de 2 semaines sur Terre te donnera 3 ans sur Uranus. Il y a même une mer, si tu es partant pour des vacances à la plage. Le seul problème, c'est qu'elle est faite d'ammoniac, cette substance qui sent mauvais et qu'on utilise pour le nettoyage. Mais fais attention où tu atterris. Si tu te trompes, tu risques de passer une année entière sans soleil. Comment changerais-tu si tu devais passer une année entière dans l'obscurité glaciale de l'hiver d'Uranus? Il te faudrait des yeux plus grands pour voir dans le noir et une peau plus épaisse pour empêcher le froid de pénétrer. Tu pourrais même développer un nouveau système auditif comme celui des dauphins. Passons à Neptune. C'est une autre planète gazeuse, mais les scientifiques pensent qu'il y a probablement un noyau dense à l'intérieur. Si tu faisais le grand saut pour vivre sur Neptune, tu te transformerais probablement en un reptile de l'espace ou un poisson cosmique flottant sans cesse à la surface. La gravité sur Neptune est juste un peu plus élevée que sur Terre, mais il serait vraiment difficile de rester au même endroit. Le vent y est super fort. Il faudrait être beaucoup plus lourd pour y résister. Il est temps de manger à nouveau. Youpi! Mais cette planète est vraiment impossible à vivre. Les scientifiques ne veulent même pas y envoyer un autre vaisseau spatial. Bienvenue sur Pluton. Glaciale, minuscule et super lointaine. Ça n'a pas l'air très excitant. Elle est encore plus petite que notre Lune. Il serait très difficile de rester sur cette planète. Tu devrais probablement te construire une énorme machine qui te ferait tourner, une sorte de fausse gravité. Mais si tu essaies de tourner toute la journée, tu auras besoin de nouveaux systèmes nerveux pour éviter de te sentir mal à l'aise tout le temps. Pluton n'est pourtant pas si mal. Il y a un océan d'eau liquide sous la surface et des montagnes de glace. Si tu t'es procuré un équipement hautement perfectionné et un tas de matériel coûteux. Oh, et des vivres régulièrement acheminés depuis la Terre. Non, trop de logistique. La spaghettification. Tu te demandes si tu peux choisir ta propre sauce ? En fait, c'est un phénomène que tu pourrais éprouver si jamais tu essayais de vivre dans un trou noir. C'est le processus qui consiste à étirer des objets en longues et fines bandes cosmiques. La bonne nouvelle, c'est que tu vas devenir beaucoup plus grand. Mais la mauvaise, c'est que tu seras plus mince qu'un cheveu humain. Imagine ça, tu gagnes un abonnement à une salle de sport spatiale. Tu vas pouvoir voyager dans le système solaire tout en faisant de l'exercice. Mais attention, la gravité agit différemment selon les corps. Alors découvrons si tu peux devenir plus fort ailleurs ou si tu dois continuer à t'entraîner sur Terre. Ton vaisseau spatial s'approche de la planète naine Pluton. Il fait de plus en plus froid à chaque seconde. Pas étonnant, le Soleil est à plus de 6 milliards de kilomètres. Tu dois être content d'avoir apporté ta combinaison thermique, non ? Pour quitter le vaisseau spatial, les terrains auront besoin de l'aide d'une machine à gravité, car la gravité sur Pluton est à peine un 15e de celle de la Terre. La gravité est la force qui nous attire vers le sol.
Plus la masse d'un corps spatial est faible, plus sa gravité est faible. Donc sur Pluton, tu ne peux faire aucun sport qui implique de courir. Si tu le faisais, tu t'envolerais très probablement. Mais tu peux essayer de soulever des éléphants. Après tout, tu ne peux pas le faire sur Terre. Sur Pluton, soulever un éléphant de 900 kg revient à soulever 54 kg. Le prochain arrêt est Neptune. Elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. L'atmosphère de cette planète est sombre et froide. Tu pourrais te sentir dépassé par la taille gigantesque de la planète. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle géante de glace. Peut-être qu'aujourd'hui tu aurais envie de faire des sports d'hiver? Dire que Neptune vit en hiver perpétuel est un euphémisme. La température moyenne sur la planète est d'environ moins 225 degrés Celsius. Mais la gravité ici est seulement 10% plus forte que celle de la Terre, donc on ne ressent pas beaucoup de différence. Ce monde n'a pas de surface solide, donc tu ne pourras pas quitter le vaisseau spatial. Est-ce que c'est une patinoire de hockey sur glace que je vois? Prends tes patins à glace et ta crosse et prépare-toi à jouer contre les autres passagers. Que dirais-tu d'un arrêt rapide sur Uranus? Il s'agit d'une autre géante de glace et la gravité ici est de 90% de celle de la Terre. Tu pourrais faire quelques pompes à l'intérieur du vaisseau spatial car tu ne pourras pas sortir. La surface glacée de la planète est composée d'eau, de méthane et d'ammoniac sous forme liquide. Il n'y a pas de sol solide sur lequel marcher. Mais si tu trouvais un moyen de sortir, tu te sentirais plus léger que sur Terre. Si tu pesais 45 kg chez toi, tu pèserais 40 kg ici. On pourrait appeler ça un régime uranien. Lorsque tu t'approches de Saturne, fais attention à ses anneaux, qui n'en sont pas vraiment. Ils sont constitués de morceaux d'astéroïdes et de météores qui volent autour de la planète. La masse de Saturne est si importante qu'elle attire de nombreux autres objets sur son orbite. Et en ce moment, tu es l'un d'entre eux. Il est temps d'être créatif avec ton entraînement. Tu as prévu d'expérimenter du parachutisme? Si tu tombes en chute libre dans l'atmosphère de Saturne, tu atteindras la vitesse de 48 km par seconde. N'oublie pas d'ouvrir ton parachute. En y réfléchissant bien, tu ne pourras de toute façon pas toucher le sol. La surface de Saturne est du gaz pur. Petite anecdote amusante, à une époque, Saturne a empêché la formation de la 10e planète du système solaire. Les débris de la planète, qui constituent aujourd'hui en partie les anneaux de Saturne, auraient pu se fondre pour former une planète. Mais ils ont été attirés dans l'orbite de Saturne à la place. Tu t'approches d'Europe, une des lunes de Jupiter. La gravité ici est si faible que tu te sens en apesanteur. Disons qu'il y a un mur d'escalade là-bas, que dirais-tu d'essayer? Normalement, ce sport demande beaucoup de force physique. Mais ici, tu n'auras à porter que 13% de ton poids. Ton ascension vers le sommet sera facile dans ces conditions. En entrant dans l'atmosphère de Jupiter, tu auras l'impression d'être à l'intérieur d'un nuage. Tu vois cette tache rouge dans le coin en bas à gauche? C'est une tempête de 2 fois la taille de la Terre qui fait rage depuis des centaines d'années. Pour s'amuser un peu, pourquoi ne pas faire quelques sauts à l'élastique? Je vais compter jusqu'à 100. Prêt? Partez! La gravité ici est très forte. Elle est 2,5 fois plus puissante que la gravité sur Terre. Donc tu seras probablement épuisé au bout de 30 secondes. Dommage! Oh oh! À l'attention des passagers du vaisseau. Veuillez attacher vos ceintures, vous pourriez subir de fortes turbulences. Pour aller de Jupiter à Mars, il faudra traverser une ceinture d'astéroïdes. Au cas où tu aurais peur que ton vaisseau se heurte à quelque chose, détends-toi. Il y a une distance de 480 000 km entre les astéroïdes. Arrêtons-nous sur Cérès, la seule planète naine de la ceinture d'astéroïdes. Ici, la gravité te fera sentir très fort. Que dirais-tu de t'entraîner au lancer de troncs d'arbres? Les cabers sont de lourdes bûches qui peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long. Le but est de les lancer le plus loin possible. Ici, une perche de 80 kg semble en peser 2, soit environ le poids d'un melon. Prêt pour le concours de lancer de troncs d'arbres sur Cérès? Wouhou! Enfin, Mars. Tu te souviens des appuis sur les mains que tu as toujours voulu essayer? Voici l'endroit où les faire. La gravité de Mars est environ 2,5 fois plus faible que celle de la Terre, ce qui signifie que tu pourras probablement soulever le poids de ton propre corps sans aucune difficulté. Comme les gens veulent terraformer Mars, ouvrir une salle de sport ici n'est pas une mauvaise idée, n'est-ce pas? À tous les passagers et membres d'équipage, nous commençons notre descente vers Phobos. C'est une des lunes de Mars. La gravité ici est incroyablement faible. Si tu as toujours rêvé d'avoir une force surhumaine, c'est l'endroit idéal pour toi. Tu peux t'entraîner ici en faisant par exemple de la gymnastique artistique. Commence par faire la roue.
puis passe à des figures exécutées en l'air. Sur Phobos, tu pourras faire des triples sauts périaux-arrière en un rien de temps. Ah, regarde! La Terre est sur le point d'apparaître à l'horizon. D'ici, elle est majestueuse. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Au lieu de cela, nous allons visiter la sœur de la Terre, Vénus. Elle a presque la même masse que la Terre, ce qui signifie qu'elles ont une gravité similaire. Les terriens ne peuvent pas survivre sur la surface de Vénus à cause de la grande quantité d'ammoniac dans son atmosphère. Mais imaginons que tu puisses pratiquer du sport en plein air ici. Tu as envie d'essayer le bubble foot ? Pour cela, il faut se couvrir avec un énorme ballon et se heurter sans cesse aux autres joueurs. Les gens jouent à ce jeu sur Terre. Sur Vénus, avec sa gravité légèrement plus faible, ça pourrait être un peu plus facile. Mais quand même, tu dois prendre en compte que tu auras une balle de 10 kg comme gilet. Un peu comme un hamster sur Terre, sans compter que ta tenue limitera tes bras et tes jambes. Ce sera un défi, mais ça me semble amusant. On continue. Si tu atterris sur le côté ensoleillé de Mercure, tu connaîtras des températures de 426 degrés Celsius. Si tu te sens fatigué après ta séance d'entraînement dans l'espace, un sauna humide et relaxant te fera le plus grand bien. Tu te sentiras comme une toute nouvelle personne quand tu arriveras sur la planète suivante. Nous allons voler le plus près possible du Soleil pour que tu puisses ressentir sa gravité. La masse du Soleil est énorme. C'est plus de 333 000 fois la masse de la Terre. Et la gravité est extrêmement puissante ici. Tu aurais du mal à soulever un objet aussi léger qu'une bouteille d'eau s'il était possible de marcher sur la surface du Soleil. Trop chaud, tu dis ? Eh bien, j'imagine que c'est beaucoup plus frais si tu reviens la nuit. Haha, je plaisante. Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons sur la Lune, le satellite naturel de notre Terre. Marcher sur la surface de la Lune, c'est comme sauter. Tu pourras sauter jusqu'à 10 mètres, alors pourquoi ne pas essayer le parcours ? Si tu joues au basket, marquer un point sera très difficile. Mais tu pourras sauter plus haut que le panier et faire un slam dunk spectaculaire. Et pourquoi pas du baseball ? Si tu lances la balle vers le haut, tu ne la reverras probablement jamais. Enfin, nous atterrissons sur Terre. Désolé de te décevoir, mais tu ne reviendras pas avec une force surhumaine. Même lorsque tu soulevais un éléphant, la gravité t'aidait beaucoup. Mais ça a été un bon voyage, tu ne trouves pas ? Tu te sens bien reposé, j'espère, parce que je vais te proposer quelque chose d'un peu difficile. Ne t'inquiète pas, ça va être amusant. Tu vas visiter différentes planètes dans notre système solaire et essayer de courir sur chacune d'elles. Nous allons voir où tu fileras comme une gazelle et où, au contraire, tu pourras à peine marcher. L'homme le plus rapide au monde, Usain Bolt, peut courir à une vitesse moyenne de 38 km/h. Mais sa vitesse de pointe est encore plus élevée, 43 km/h. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous être Usain Bolt. Une personne moyenne court à une vitesse comprise entre 10 et 13 km/h. Mais peut-être existe-t-il une planète où tu pourrais battre les records du célèbre sprinter jamaïcain. Avant toute chose, voyons ce qui affectera ta vitesse lorsque tu courras sur d'autres planètes. Pour commencer, la gravité. En fonction de sa force sur la planète que tu visites, elle influencera ton poids. Et dans la plupart des cas, plus tu es lourd, plus tu courras lentement. En outre, sur toutes les planètes de notre système solaire, hormis la Terre, tu devras porter une combinaison spatiale assez volumineuse. Sans ça, tes chances de survie seront absolument nulles. Sans oublier que les conditions météorologiques sont extrêmes sur la plupart de nos voisines. Il y fait soit un froid glacial, soit une chaleur étouffante. Et les vents peuvent y être extrêmement, et je dis bien extrêmement, violents. Bref, ton fabuleux voyage est sur le point de commencer. Attache ta ceinture. La première planète sur ton itinéraire est Mercure. En jetant un coup d'œil à ce monde par le hublot de ton vaisseau spatial, tu remarques que cette planète ressemble étrangement à notre bonne vieille Lune. Mais quelques instants plus tard, tu réalises que ce n'est qu'une illusion. Sur toute la surface de Mercure, tu vois des cratères, le résultat de nombreux impacts de météorites. Et oui, cela risque de rendre ta course sur cette planète beaucoup plus difficile. Ça est ta grosse combinaison spatiale. Oui, mais tu ne survivrais pas sur Mercure sans cette protection. Les températures y sont extrêmes. 427 degrés pendant la journée et moins 179 degrés pendant la nuit. Mais il y a une chose qui peut jouer en ta faveur sur cette planète peu accueillante. Disons que tu pèses 70 kg sur Terre. Sur Mercure, tu pèseras environ 26 kg. Ce qui signifie que malgré ta combinaison spatiale si encombrante, tu pourras te déplacer beaucoup plus vite que sur Terre. Et tu réussiras peut-être même à atteindre une vitesse de 21 km/h si tu fais un effort. La prochaine planète sur ton itinéraire est Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du matin.
En t'approchant, tu vois un monde très différent de ce que tu as pu voir dans les livres d'astronomie. Avant d'atterrir, tu dois traverser une atmosphère super dense, composée de dioxyde de carbone. Et tandis que ton vaisseau descend, tu vois passer d'épais nuages d'acide sulfurique. On dit souvent que Vénus est un peu la jumelle de la Terre, car ces deux planètes ont une taille et une densité similaires. Sur Vénus, tu pèses presque autant que sur Terre. 63 kg. Ton poids est donc un peu plus faible ici, mais n'oublie pas que tu portes cette combinaison spatiale. Malgré ça, comme les conditions sont assez similaires sur les deux planètes, il se pourrait que tu parviennes à courir un peu plus vite que sur Terre, à environ 14 km/h. Ta première impression de Mars est qu'il y fait un froid glacial. La température moyenne y est de moins 62 degrés. Même de loin, la planète a cette teinte rougeâtre. Une fois que tu as atterri sur la surface de Mars, tu comprends pourquoi. Le sol est couvert d'une poussière roussâtre. Cette même poussière, très fine, flotte dans l'air tout autour de toi. Où que tu regardes, tu vois des teintes dorées, brunes, orangées et même verdâtres. Ce sont les minéraux qui composent le sol qui déterminent les couleurs du paysage. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais la moyenne générale est d'environ 2 mètres. Et oui, cela va rendre la course un tantinet plus difficile. Sur Mars, ton poids sera beaucoup plus faible que sur Terre, seulement 26 kg. Cela te permettra d'atteindre la vitesse impressionnante de 19 km/h. En voilà un champion. Mais que vois-tu à l'horizon? On dirait une tornade. Une tempête de poussière? Il est temps de foncer. Il arrive que ces tempêtes de poussière s'étendent sur toute la planète. Les plus grosses sont même visibles depuis la Terre. Et maintenant, te voilà en face d'un autre problème. Tu vois, Jupiter, tout comme Saturne, est une géante gazeuse. Cela signifie que la plus grande planète de notre système solaire, et Jupiter est si grande qu'elle pourrait avaler 1300 Terres, n'a pas de surface solide. Il va donc te falloir imaginer à quoi ressemblerait ton sprint s'il était possible de courir sur Jupiter. L'atmosphère de cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. Pendant ta descente, tu contemples d'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs. C'est grâce à eux que cette planète est si belle, avec toutes ses stries colorées. Sur Jupiter, tu pèserais 177 kg. Tu t'épuiserais rien qu'en marchant dans ta combinaison spatiale si peu pratique. Enfin, si tu pouvais marcher sur la surface de cette planète, bien sûr. Si tu essayais d'y courir, tu te traînerais à une vitesse comprise entre 1,6 et 3 km/h. Et comme si tout ça n'était pas déjà assez ridicule, il y a énormément de vent sur Jupiter. Et il souffle entre 322 et 644 km/h. Tu vois ces anneaux? C'est Saturne, une autre géante gazeuse dépourvue de surface solide. Cette planète est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et sa température et sa densité changent au fur et à mesure que tu t'y enfonces. Si tu décidais de quitter ton vaisseau spatial et de marcher sur la surface de Saturne, tu tomberais tout simplement dans la planète. Mais vu d'en haut, on dirait pourtant que Saturne possède une surface. Cette sphère de couleur brun-jaune est entourée de plusieurs couches de nuages. La couche extérieure visible est composée de nuages d'ammoniac. Au-dessous, il y a des nuages d'hydrosulfure d'ammonium. Et la couche la plus profonde est composée de nuages d'eau. Bien que Saturne soit une géante gazeuse, ton poids n'y serait pas très différent, environ 75 kg. La raison, c'est que la gravité de cette planète est similaire à celle de la Terre. Mais à cause des conditions qui y règnent et de ta fichue combinaison spatiale, tu courrais un peu plus lentement là-bas que sur Terre, à une vitesse d'environ 6 km/h. Avant de repartir, tu admires la caractéristique la plus célèbre de Saturne, ses superbes anneaux gris, beige et fauve. Ils sont constitués de morceaux de roche et de glace. Tu aperçois aussi quelques-unes des 53 lunes de Saturne. Tiens, voici Titan, un monde glacé plus vaste que notre Lune et même que Mercure. C'est la deuxième plus grande lune du système solaire. La planète suivante sur ton itinéraire est une boule bleu-vert faite de glace et de gaz. C'est la géante glacée Uranus. Elle doit cette belle teinte à la lumière du Soleil qui se réfléchit sur sa surface. Uranus n'est pas solide, actionne vite les freins. Si tu n'arrives pas à t'arrêter à temps, ton vaisseau spatial va traverser la haute atmosphère de la planète et s'enfoncer dans son noyau liquide et glacé. Je doute que tu parviennes à y mener ton expérience. Alors, il nous faut à nouveau faire preuve d'un peu d'imagination. Sur Uranus, ton poids serait d'environ 62 kg. Et, contre toute attente,
tu pourrais atteindre une bonne vitesse ici, au moins 13 km/h. Si tu ne te retrouves pas au milieu d'un ouragan, bien sûr. En été, il y a d'énormes tempêtes sur cette planète, lorsqu'Uranus est à son plus haut niveau de chaleur. Les ouragans peuvent alors s'y étendre sur plus de 9650 km. La planète la plus éloignée du Soleil, Neptune, est 4 fois plus grande que la Terre, mais 17 fois plus lourde. La surface bleue que tu aperçois en t'approchant d'elle est en fait une couche de gaz tourbillonnant et de nuages permanents. Le manteau de cette planète est composé de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Et c'est à peu près tout ce que Neptune a comme surface. Il n'y a donc pas de terre ferme ou marché. Alors, une fois de plus, on va utiliser notre imagination. Sur Neptune, tu pèserais un peu plus lourd que sur Terre, 79 kg. Mais ta vitesse y serait à peine inférieure à celle que tu atteins sur notre belle planète, environ 8 km/h. Voilà, ton aventure touche à sa fin. Alors, sur quelle planète as-tu le plus aimé courir ? « 50 cm avec la gravité terrestre. Contrôle effectué. Maintenant, le simulateur va recréer la surface de Mercure. Oula, il fait super chaud ici ! Oui, c'est comme si tu te trouvais à côté d'un volcan. Tu sautes à une hauteur de 1,20 m. On passe à Vénus. Waouh, ça fait peur. Sur la vraie planète Vénus, tout est toxique. Et oui, la gravité sur Vénus est presque la même que sur Terre. On passe à la Lune. La gravité sur la Lune est 10 fois moins forte que celle de la Terre, 2,70 m. La planète suivante est Mars. On est pas mal ici. La gravité sur Mars est pareille à celle de Mercure. 1,20 m. Prépare-toi à galérer maintenant. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que vous... Il n'y a pas de surface solide sur Jupiter. Bien que Jupiter soit plus grande en taille, sa gravité de surface n'est que 2,4 fois plus forte que celle de la Terre. C'est bon pour moi. On passe à Saturne. Pas de surface solide ici non plus. La gravité de Saturne est plus ou moins la même que celle de la Terre. C'est parti pour Uranus. Il fait tellement froid. Ici, il fait pourtant 5 fois plus chaud que sur la vraie planète Uranus. Vraiment ? Je sens plus mes jambes. Un peu plus de 50 cm. La gravité est tellement moins forte que sur Terre. Et maintenant, voici Neptune. Tu sautes à 40 cm de hauteur. La gravité est tellement plus forte que sur Terre. Sortez-moi de là ! C'est bon là, on a fini ? Éteignez le simulateur. Imagine ceci. Dans un futur pas si lointain, tu pars en vacances dans l'espace. Et tu dois décider quels objets tu dois emmener avec toi. Mais au lieu de consulter les prévisions météo, tu ouvres ton simulateur de gravité. En effet, tu vas avoir besoin de savoir comment tous ces objets réagiront sur différentes planètes. Par exemple, tu dois emporter cette pelle en métal ou non ? D'après ton itinéraire, ce sera un long, très long voyage. Tu as prévu de visiter toutes les planètes du système solaire et même quelques lunes. Mais en raison de la différence de gravité sur ces corps spatiaux, tu n'es pas sûr de l'utilité de certaines choses dont tu as l'habitude de te servir. Commençons par l'essentiel, les Tupperware. Je ne sais pas ce que font les voyageurs de l'espace, mais nous, les terriens, nous emportons nos Tupperware partout où nous allons. Cependant, si tu devais les emmener sur, disons, Mercure, ils s'envoleraient très probablement dans l'atmosphère. Ces récipients en plastique que tu utilises pour conserver tes aliments sont trop légers. Et comme la gravité sur Mercure est 2,5 fois plus faible que celle sur Terre, tu devras peut-être remplir tes récipients en plastique avant de les sortir de ton vaisseau spatial pour aller pique-niquer. Si un Tupperware pèse environ 200 grammes sur Terre, il ne pèsera qu'un quart de ce poids sur Mercure. Maintenant, si nous y mettons quelques bananes, une poignée de mini-carottes et 2 pastèques, tu pourras emporter ton récipient en toute sécurité hors de ton véhicule spatial. Il te sera juste un peu difficile de faire tenir tout ça dans un Tupperware de taille standard. Mais attends, avant de sortir, tu dois savoir que la température atmosphérique sur Mercure peut atteindre 426 degrés Celsius. Cela signifie que ton récipient en plastique va instantanément fondre dès qu'il entrera en contact avec l'air. Et tes aliments, eux aussi, seront complètement brûlés.
Tu peux peut-être essayer de te munir d'un récipient en titane, cela fonctionnera. Ou alors, contente-toi des aliments spécialement conçus pour les astronautes. Et maintenant, un petit tour sur Vénus, c'est parti. Si tu devais emmener ce même récipient vide sur Vénus, ce serait comme si tu étais sur Terre. Parce que Vénus est considérée comme la jumelle de notre planète. Elles ont énormément de choses en commun. Par exemple, leur taille et leur masse sont presque identiques. En ce qui concerne la gravité, voici la formule. Plus la masse est importante et plus la densité est élevée, plus la gravité est forte. La gravité sur Vénus est environ 10% plus faible que sur la Terre. Donc oui, tu peux quitter ton vaisseau spatial avec ton récipient, vide ou plein, et profiter d'un magnifique déjeuner pittoresque sur la surface de Vénus. Tu devras cependant trouver un moyen de manger sans enlever ta combinaison spatiale. L'atmosphère de Vénus est chargée d'acide sulfurique. Et ça peut irriter ton nez et ta gorge et te poser des problèmes de respiration. Ou pire, bien pire. Ensuite, tu ne pourras emporter aucun objet trop léger en posant le pied sur Phobos. Et non, il ne s'agit pas d'une île grecque. Pas même d'un yaourt grec, mais c'est un nom plutôt cool, n'est-ce pas? C'est en fait l'une des lunes de Mars. Ici, même ton vaisseau spatial aurait besoin d'un peu d'aide pour se maintenir près du sol. Mettons qu'il pèse autant qu'un bus. Eh bien, n'importe quelle personne de taille moyenne pourrait le soulever d'une seule main. Parce que sur Phobos, les habitants de la Terre ne ressentiraient qu'à peine la force de gravité. Et fais très attention si tu t'amuses à sauter. Un seul bond un peu trop enthousiaste et te voilà projeté dans l'espace. Passagers du vaisseau Voyager, veuillez ne pas sortir du véhicule. Tu t'approches de Jupiter, une géante gazeuse. Une tempête sans fin fait rage dans son atmosphère. De plus, il n'y a pas de surface solide sur cette planète, ce qui signifie bien sûr qu'il n'y aura pas d'atterrissage. Si tu regardes par le hublot, tu auras l'impression que vous vous déplacez à travers un gigantesque nuage. Mais pour les besoins de notre expérience, on va quand même faire un essai. Vas-y, lance cette balle de baseball que tu as emportée au cas où le voyage deviendrait un peu ennuyeux. Et compte le temps que la balle va mettre pour toucher la surface. Si sur Terre, ta balle tomberait à une vitesse de 9806 mètres par seconde, sur Jupiter, la même balle toucherait le sol à une vitesse 2 fois et demie supérieure. C'est parce que Jupiter est plus de 10 fois plus grande que la Terre et environ 300 fois plus lourde que notre belle planète bleue. Maintenant, si tu déplaces ton vaisseau spatial juste un peu sur le côté, vers l'une des lunes de Jupiter, Europe, la situation sera complètement différente. Si tu lances ta balle de baseball en l'air sur Europe, tu ne la reverras plus jamais. La gravité y est presque inexistante, ce qui signifie que non seulement ta balle de baseball s'envolerait instantanément, mais tu connaîtrais toi-même un sort similaire. D'un autre côté, si tu te décides quand même à t'aventurer hors de ton vaisseau spatial pour explorer le champ gravitationnel d'Europe, pourquoi ne pas essayer de soulever le véhicule spatial lui-même? Sur cette lune, un terrien ordinaire peut facilement soulever jusqu'à 450 kg, ce qui équivaut à un élan mâle adulte de taille normale. Ou tu peux soulever une formation pyramidale de 9 personnes de la même taille. À toi de choisir. Lorsque tu t'approches de Saturne, fais bien attention. Même si de loin, ses anneaux ont l'air tout à fait lisses et d'une seule pièce, de près tu remarqueras qu'ils sont en réalité faits de fragments de glace et de roches qui flottent dans l'espace. Tu ne voudrais pas abîmer ton joli vaisseau, n'est-ce pas? Il n'y a pas non plus de surface solide sur Saturne, ce qui rend là aussi l'atterrissage impossible, et l'atmosphère est pleine d'ammoniac. N'oublie pas que c'est un environnement plutôt inhospitalier pour un humain. À l'intérieur de ton vaisseau spatial, tu trouves une collection de livres de science-fiction. Assez pour remplir une étagère entière. Ensemble, ils doivent peser environ 180 kg. Oui, ça fait beaucoup de livres. Et comme si tu étais doté de super pouvoirs, tu essaies de soulever la moitié de ce poids d'une seule main. Mais devine quoi? Tu échoues. Parce que la gravité de Saturne est trop semblable à celle de la Terre. Au cas où toutes ces histoires de gravité t'auraient un peu embrouillé l'esprit, lorsque nous parlons de gravité, nous nous référons à la force avec laquelle une planète, ou tout autre corps spatial, attire les objets vers son centre. Donc, si tu as besoin d'un peu d'aide pour organiser ta collection de science-fiction par ordre alphabétique, demande à l'équipage de déplacer le vaisseau vers un corps spatial voisin dont la force gravitationnelle est plus faible. Comme Pluton, par exemple. Aujourd'hui, elle n'est plus considérée comme une planète. Juste une planète naine, et l'un des corps spatiaux les plus éloignés du Soleil. Tu auras besoin d'une combinaison spatiale extra chaude pour y aller. Pluton est glacé et sa surface est minuscule. Elle est plus petite que notre chère Lune. Mais c'est un endroit idéal pour tester ta force. Si sur Terre, il est pratiquement impossible pour une personne normale de soulever un éléphant, sur Pluton, tu pourras soulever un éléphanto,
pesant environ 120 kg. Et même un éléphant de taille moyenne qui peut peser jusqu'à 900 kg. Sur le chemin du retour vers la Terre, tu t'arrêtes un moment sur Uranus. La planète la plus froide de notre système solaire a une température moyenne d'environ moins 212 degrés Celsius. Donc, si tu tentes de sortir de ton vaisseau spatial, tu gèleras avant même d'avoir fait un seul pas. Bien que la gravité sur Uranus soit assez similaire à celle de la Terre, il y a une chose qui est très différente. Le temps. Une escapade de 2 semaines sur Terre se transforme en vacances de 3 ans sur Uranus. Si tu en as marre des planètes froides, tu peux retourner voyager sur des planètes plus chaudes. Oui, Mars est sans doute plus chaude qu'Uranus. Mais sa température moyenne est quand même d'environ moins 62 degrés Celsius. Sur Terre, nous n'avons des températures aussi basses qu'au pôle Sud pendant l'hiver. Lorsque tu atterriras sur Mars, tu commenceras à te sentir à la fois léger et fort. La gravité de Mars est environ 2,5 fois plus faible que celle de la Terre. En d'autres termes, tu parviendras probablement à soulever ton propre poids sans aucune difficulté. Alors, toi qui as toujours voulu réussir à faire le poirier, tu as enfin trouvé l'endroit où réaliser ton rêve. Le sol tremble et tu entends un fort craquement. Oh non, le dôme est en train de céder. Tout le monde court vers sa capsule de sauvetage pour évacuer. Les gens se poussent et se bousculent. L'atmosphère du dôme, semblable à la Terre, va être compromise et tu seras exposé aux éléments raréfiés de la surface de Mars. Tout le monde se précipite pour mettre son casque. La fissure s'agrandit de seconde en seconde et les gens paniquent, essayant de monter dans les navettes de secours aussi vite que possible. Dans le chaos, ils se retrouvent tous entassés dans les mauvais vaisseaux et il n'y a plus de place pour toi. Les lumières d'avertissement rouges commencent à clignoter dans le dôme et une voix retentit, disant à tout le monde de mettre leur casque. L'atmosphère martienne n'est plus qu'à quelques minutes et les humains ne pourront tout simplement pas respirer. C'est bien ta chance, tu venais juste d'arriver sur Mars. Alors que les vaisseaux s'éloignent, tu te demandes ce que tu dois faire. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Soudain, un robot guide arrive derrière toi et tu entends un faible bruit provenant de ses haut-parleurs. Il dit « Personne ne peut vous entendre car l'atmosphère de Mars est beaucoup moins dense que celle de la Terre. Elle contient également beaucoup de dioxyde de carbone qui absorbe les ondes sonores. Même si un concert bruyant avait lieu à seulement 9 mètres de nous, on aurait l'impression qu'il se déroule à des kilomètres. Avez-vous besoin d'assistance ?» Tu lui demandes de l'aide et il te montre un plan en 3D de tout le dôme. Tu peux voir quelques autres dépôts de navettes, alors tu décides de t'y rendre. Malheureusement, tu vas devoir aller de l'autre côté du dôme pour atteindre une autre station. Au moment où tu commences à paniquer et à te demander comment réussir à t'y rendre, le robot se transforme en bicyclette et te dit d'y monter. Tu montes dessus et tu te balades dans la ville, en regardant tous les bâtiments et les rues vides. La fissure devient de plus en plus grande et de minuscules morceaux du dôme commencent à tomber d'en haut comme de la neige. Lorsque tu arrives à l'autre station, les dernières personnes sont en train d'embarquer dans l'unique navette. Tu leur cours après, essayant désespérément d'attirer leur attention. Mais quand tu fais retentir la sonnette de ton vélo, elle ne fait presque pas de bruit. Leur vaisseau s'éloigne avant qu'ils ne puissent te remarquer. Tu demandes pourquoi les sons ne fonctionnent pas et le robot t'explique qu'on peut à peine entendre des bruits aigus sur Mars. Le dioxyde de carbone rend les bruits aigus, comme les cloches et les gazouillis d'oiseaux, presque impossibles à entendre. Si seulement tu étais encore sur Terre, il t'aurait peut-être remarqué. Le robot te dit qu'il y a une dernière chance de s'échapper. Il se transforme en un minuscule vaisseau spatial. Tu montes dedans et il s'envole par la fissure du dôme dans l'espace. Il va si vite que tu devrais rapidement être de retour sur Terre. Au moment où tu commences à te détendre et à apprécier les vues de l'espace, tu vois une lumière rouge clignoter sur le robot. Tu lui demandes ce qui ne va pas, mais tu n'obtiens aucune réponse. Soudain, tu réalises que tu ne peux rien entendre dans l'espace. Le son se propage par ondes et il a besoin de quelque chose pour se déplacer, comme l'air ou l'eau. L'espace est un endroit sans air et tu n'entends donc aucun son. Le vaisseau spatial change soudainement de direction et s'éloigne de la Terre. Tu essaies de diriger le robot dans la bonne direction, mais tu ne sais pas comment attirer son attention. Le vaisseau fait un vol jusqu'à Vénus. À mesure que tu te rapproches, les turbulences se font sentir. Les vents de Vénus sont plus rapides que n'importe quelle tornade sur Terre. Tu ne cesses de dériver en essayant de trouver un espace sûr pour atterrir. Le robot parvient à garder un cap stable, malgré le vent qui le projette dans tous les sens. Tu peux déjà sentir la chaleur à travers toutes les couches. Finalement, le robot repère une petite grotte au loin et tente de s'y poser.
Dès que le robot touche le sol, il se transforme en une combinaison spatiale que tu peux porter pour être en sécurité dans cet environnement extrême. Les prévisions sont aujourd'hui sur Vénus, canicule, des températures extrêmes toute la journée et toute la nuit. Attends-toi à des nuages d'acide sulfurique et à des vents violents. L'atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone, tu peux donc t'attendre à ce que ta voix soit plus grave à cause de la densité de l'atmosphère de la planète. C'est seulement la deuxième planète la plus proche du Soleil, mais c'est en fait la plus chaude. Son atmosphère piège la chaleur du Soleil et la garde autour de la planète. Il fait tellement chaud sur Vénus que ça pourrait faire fondre du plomb. Si tu passais par là avec un vaisseau spatial, tout serait chauffé à blanc en quelques minutes. Heureusement, tu as cette armure de robot indestructible. Tu essaies de demander au robot comment rentrer et ta voix semble étrange. Tes cordes vocales vibrent plus lentement ici que sur Terre, ce qui rend le ton plus grave. Mais en même temps, la vitesse du son sur Vénus est beaucoup plus élevée, ce qui rend la voix plus grinçante. Ensuite, la forte teneur en dioxyde de carbone de l'air crée un effet bizarre qui fait croire à ton cerveau que la source sonore est petite. En gros, tu as la voix d'un canard de dessin animé. Tu regardes à l'horizon et tu vois de nombreuses collines et montagnes éparpillées dans la plaine. Mais le robot te dit que beaucoup d'entre elles sont des volcans. Vénus a en fait plus de volcans que toute autre planète du système solaire. Les scientifiques en ont découvert plus de 1600 uniquement à sa surface, ce qui pourrait signifier qu'il en reste encore plus à découvrir. Ouais, peut-être que rester ici toute la journée n'est pas une bonne idée, et pas seulement à cause de la chaleur. Un seul jour sur Vénus dure 243 jours terrestres. En fait, un jour sur Vénus est plus long qu'une année, car il ne lui faut que 225 jours pour effectuer une rotation complète autour du Soleil. Il est difficile de se comprendre, mais tu finiras par y arriver. Le robot te dit qu'il s'est perdu et que tu seras de retour sur Terre en un rien de temps. En te baladant dans la grotte, tu réalises que tu es en fait à l'intérieur d'un volcan. Tu dis au robot de se dépêcher et de te ramener chez toi avant qu'il n'entre en éruption. Mais il n'est manifestement pas très doué pour la navigation dans l'espace, car tu ne tardes pas à te retrouver ailleurs. Tu es maintenant sur Titan, la plus grande lune de Saturne. Cette lune est si grande qu'elle est même plus grande que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Le vaisseau arrive dans l'atmosphère qui ressemble et se comporte comme celle de la Terre. La seule différence notable est la brume orangée qui flotte dans l'air et qui rend la visibilité beaucoup plus difficile. À mesure que tu descends vers la Lune, le robot détecte des signes de cyanure gazeux sur toute la surface et des nuages dufteux composés de méthane glacé. Tu te poses sur un point pas trop accidenté et tu t'efforces de faire en sorte que le robot te ramène au bon endroit. Au moins cette fois, tu ne transpires pas. Le robot se transforme à nouveau et commence à examiner les environs. L'atmosphère est environ 60% plus épaisse que sur Terre. En marchant, on a l'impression de patauger dans du sirop d'érable. La teneur en azote de l'air est très élevée, si bien que les sons sont étonnamment similaires à ceux que l'on entend sur Terre. Tu dis au robot que tu as vraiment envie de rentrer chez toi, mais c'est un cri fort et rauque que tu entends. C'est parce que Titan contient plus d'azote que la Terre et que le son voyage un peu plus lentement. Heureusement, vous pouvez toujours vous comprendre ici. Le robot te dit qu'il doit absorber un peu plus d'énergie de ses panneaux solaires avant de décoller. Alors tu regardes autour de toi. Cette lune est l'une des seules choses dans le système solaire qui possède des masses liquides stables, comme des rivières, des lacs et des mers sur sa surface. Tu peux maintenant comprendre pourquoi le robot s'est perdu, étant donné la ressemblance de Titan avec la Terre. Titan a même des cycles liquides, avec de la pluie, de l'évaporation et de la condensation. En revanche, ce n'est pas de l'eau comme sur Terre. Le liquide principal ici est le méthane. Les scientifiques pensent qu'il peut y avoir une activité volcanique, mais au lieu de la lave en fusion, c'est de l'eau qui s'échappe. D'autres planètes comme Mars ont de la glace sur les sommets de leurs montagnes et des traces d'eau sous la surface. Mais rien n'est aussi proche de la Terre que Titan. Certains scientifiques pensent que cette lune pourrait être notre prochaine maison dans des milliards d'années. La température du Soleil augmentera d'ici là, rendant l'atmosphère de la Terre inhabitable. Les températures fraîches de Titan seront suffisantes pour créer des océans stables et permettre la vie. Le robot récupère finalement assez d'électricité pour s'envoler et tu peux rentrer chez toi. Ça sera sympa d'avoir une conversation normale où ta voix ne ressemblera pas à celle d'un dessin animé grotesque. Youhou! Tu es attaché dans un vaisseau spatial qui t'emmènera jusqu'à Pluton pour ton voyage en sac à dos à travers la galaxie. C'est le plus long voyage depuis la Terre et il n'y a aucun raccourci, alors tu devras te mettre à l'aise. Il est recommandé à tout le monde à bord d'avoir au moins 8 heures de sommeil par nuit.
Les astronautes de la Station spatiale internationale ont des petites chambres adaptées à une personne avec des sacs de couchage spéciaux et suffisamment de place pour leurs affaires personnelles. Sinon, ils flotteraient en se cognant les uns aux autres. C'est une bonne chose que le voyage vers Pluton ne te prenne que quelques jours pour que tu puisses réussir à avoir tes 8 heures de sommeil complètes pour le reste du voyage. Après quelques jours, tu arrives enfin sur Pluton et un bus t'emmène à l'hôtel. La planète naine est l'un des endroits les plus sombres du système solaire, reflétant très peu de lumière puisqu'elle est située très loin de notre étoile. Tu regardes par la fenêtre et tu vois de jolis paysages avec des chaînes de montagnes culminant à environ 3000 mètres d'altitude. Mais au lieu de pics enneigés, comme dans les Alpes, c'est de la glace de méthane. Tu as une smartwatch qui t'indique les caractéristiques de l'atmosphère à l'extérieur. Pluton est rempli d'azote et de méthane. Après quelques heures, tu arrives enfin à l'hôtel et tu t'enregistres dans ta chambre. Tu es surpris de n'avoir réservé que pour un jour seulement. L'une des premières choses que tu remarques est la faible gravité, qui rend le sommeil assez difficile. Puis finalement, après avoir profité d'une journée bien remplie, tu es prêt à aller te coucher. Mais la journée n'est pas techniquement terminée. Un jour solaire, lorsque la planète tourne autour de son axe propre, nécessite environ 6 jours terrestres. Donc tes 12 heures d'amusement et d'exploration ont été comme profiter d'une heure seulement sur Terre. Si tu trouves que c'est long, alors ne t'embête pas à attendre 248 ans pour fêter le Nouvel An. C'est le temps dont Pluton a besoin pour tourner complètement autour du Soleil. Au bout d'un moment, ton horloge biologique s'adapte aux conditions sur Pluton. Alors tu finis par dormir plus de 72 heures pour te sentir complètement frais et dispo. Tu pars le lendemain, après une journée complète sur Pluton, et tu t'envoles vers Neptune. Cette magnifique planète bleue peut sembler attrayante, mais elle est extrêmement dangereuse. Enfin, pourquoi pas, tu aimes l'aventure. Tu as une vue fantastique sur les 14 lunes de Neptune en attendant le service d'étage. Tu es un peu en décalage horaire et tu décides de dormir quelques heures. Même si tu as choisi de faire une sieste, tu finis par perdre toute la journée à ne rien faire d'autre que de grignoter des encas au buffet. Une journée dure environ 17 heures terrestres. Tu as réussi à t'endormir et tu as dormi pendant environ 10 heures, ce qui représente plus de la moitié d'une journée. Et tout comme Pluton, il faut à Neptune plus de 100 ans pour tourner autour du Soleil. 165 années terrestres pour être exact. Après un certain temps, tu ajustes tes habitudes de sommeil à environ 3 heures pour profiter du reste de ton voyage. Tu arrives sur la plus grande planète de notre système solaire, Jupiter. Après avoir atterri, tu dois prendre une navette pendant encore un mois entier avant d'arriver à ton hôtel. Ne t'inquiète pas, une journée complète ne dure qu'environ 10 heures. Tu t'enregistres et tu décides de rester à l'hôtel. Il n'est pas facile de sortir car le temps est orageux. Le programme prévoit une excursion à la Grande Tache Rouge, une zone où sévissent des tempêtes semblables à des ouragans depuis 300 ans. La tache entière fait 2 fois la taille de la Terre et Jupiter elle-même pourrait facilement contenir 1300 terres. Après 2 longues journées à profiter des curiosités, tu rentres à l'hôtel et tu dors un peu. Comme 10 heures représentent une journée complète, tu es assez fatigué et tu dors toute la journée. Mais tu n'as pas pu avoir une bonne nuit de repos, car la gravité est plus forte que sur Terre. De plus, il n'était pas facile d'aller aux toilettes au milieu de la nuit. Finalement, tu as eu tes 2 heures de sommeil en t'adaptant aux conditions de Jupiter. Mars est beaucoup plus pittoresque que les autres. Tu réserves une journée entière au volcan Olympus Mons, qui se trouve être la plus haute montagne du système solaire. Il est 3 fois plus haut que l'Everest. Ton hôtel a une vue magnifique sur la montagne et est aussi le plus luxueux et le plus avancé que tu aies jamais réservé. La journée dure 25 heures, ce qui est assez similaire à celle de la Terre. Cela signifie que tu peux avoir tes 8 heures de sommeil habituelles. Malheureusement, à l'extérieur du dôme, il y a une méga tempête de poussière qui recouvre toute la planète. Dès qu'elle se calme, tu fais un voyage vers les calottes polaires qui sont couvertes de neige de dioxyde de carbone. Tu peux sentir la température baisser. Même si Mars est surnommé la planète rouge, il y fait plutôt froid. Il lui faut 687 jours pour faire le tour du Soleil. Ton corps commence à ressentir des changements à force de passer d'une planète à l'autre. À de nombreux endroits, tu n'as pas bien dormi, ou tu as dormi pendant ce qui semble être une journée entière, même si c'était normal pour toi. Sur Mercure, tu t'enregistres dans un hôtel souterrain qui ressemble à une fourmilière. Et tu sens immédiatement la chaleur provenant du Soleil. Mercure est la planète la plus proche de notre étoile, mais Vénus reste la plus chaude. Cette minuscule planète a besoin de 1408 heures pour faire une journée entière, ce qui représente environ 60 jours terrestres. C'est une bonne chose que tu sois arrivé pendant le coucher du Soleil.
Tu as une vue imprenable sur le coucher de soleil, et dès que celui-ci a complètement disparu, il fait vraiment froid. Comme Mercure n'a pas d'atmosphère pour piéger la chaleur, le froid prend rapidement le dessus. Tu hibernes donc pendant un mois entier avant de partir. Tu arrives sur Saturne, la planète aux anneaux, et tu vois les lunes géantes qui gravitent autour d'elle. Saturne n'a que 11 heures dans une journée. Cette planète est aussi extrêmement venteuse dans la haute atmosphère. Et en plus de la vue fantastique sur les lunes, tu ne peux pas manquer les anneaux. Ils sont constitués de particules de glace et de roches de toute taille, de la taille d'un grain de riz à celle d'un bateau. Des milliards de ces particules flottent dans l'air et les scientifiques pensent qu'il s'agit des restes de comètes et de planètes naines. Ensuite, tu voyages vers Titan, la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande lune du système solaire. Selon les scientifiques, Titan présente les conditions les plus proches de celles de la Terre. Il y fait juste plus froid puisqu'elle est plus éloignée du Soleil. À part la Terre, Titan est le seul endroit du système solaire où l'on trouve des lacs, des rivières et des océans liquides. Il y a des lacs de méthane et d'éthane partout. Alors tu peux faire une fabuleuse croisière autour de cette lune. L'atmosphère est également similaire à celle de la Terre et possède les bons ingrédients pour engendrer la vie. Tu regardes le ciel et tu vois des nuages se former alors qu'il commence à pleuvoir. Tu te caches sous la partie ombragée du bateau et tu attends que ça se calme. Titan a un cycle méthane hydrologique assez similaire au cycle de l'eau sur Terre. C'est-à-dire que l'eau s'évapore d'abord dans le ciel, puis il se met à pleuvoir. Après cette fantastique visite, tu te rends sur d'autres lunes et tu finis par revenir sur Saturne. Tu regardes toutes les photos que tu as prises alors que tu rentres sur Terre. Tout ce voyage t'a pris presque une année terrestre entière et ton corps n'arrive plus à s'adapter aux conditions de la Terre. Tu étais tellement habitué à dormir et à te réveiller dans l'obscurité totale ou exposé à une lumière solaire extrême. Tu as dormi dans différents endroits avec différents niveaux de gravité, alors tu ne sais plus ce que cela fait de dormir dans un vrai lit. Dans certains endroits, on t'a placé dans des nacelles de couchage verticales pour pallier le manque d'espace. En conséquence, tu as constamment des maux de tête et tu te réveilles sans cesse au milieu de la nuit en oubliant où tu es. De plus, tu étais plus léger que tu ne l'es maintenant pendant la majeure partie du voyage. Alors, tu as perdu un peu de masse musculaire quand tu es revenu sur Terre. Il y a certaines nuits où tu ne dors même pas et où tu attends que le soleil se lève, comme sur Saturne ou Jupiter. Par conséquent, tes cycles de sommeil ont été chamboulés. La vie sur Terre est devenue bien plus difficile pour toi après un tel voyage. Alors tu décides d'hiberner pendant un certain temps pour te réadapter aux conditions de notre planète, tout comme tu l'as fait sur Mercure. Lorsque les planètes explosent, ça peut chauffer très fort. Les atmosphères sont balayées, les morceaux de roche volent en éclats, tout est pulvérisé. L'espace autour devient plus brillant qu'une douzaine de soleils. Tu fermes les yeux et tu te couvres les oreilles. Tes cheveux se hérissent. La puissance brute d'une explosion cosmique est terrifiante. Quelque temps avant l'explosion, tu es en vol stationnaire dans une obscurité presque totale. En dessous, tu vois la Lune, ou ce que tu crois ressembler à la Lune. La surface de cette sphère de couleur claire est parsemée de cratères laissés par des météorites. Tu vois d'énormes collines escarpées qui s'étendent sur des kilomètres. En fait, il s'agit de Mercure, et tu t'apprêtes à la faire exploser. Comme au ralenti, tu regardes la planète voler en éclats. Et puis en un clin d'œil, tu vois un mur de débris se rapprocher de toi. D'abord des fragments de roches géants, c'est tout ce qui reste de la croûte solide et du manteau rocheux de la planète. Puis l'aspect et la structure des débris qui volent dans ta direction changent. Maintenant, ces choses ont l'air liquides, comme des éclaboussures de vif argent. C'est le noyau métallique de Mercure qui éclate. Il occupait 85% du volume de la planète. Et enfin, c'est à nouveau un feu d'artifice de morceaux solides. C'est le noyau solide de la planète. L'explosion est si puissante qu'elle envoie la Terre sur une autre orbite. Le Soleil a un hoquet et avale un énorme nuage de poussière. C'est tout ce que Mercure a laissé derrière elle. Mais ne t'inquiète pas, notre système solaire ne perdra pas de planète aussi facilement. Toute cette histoire d'explosion n'est qu'une expérience temporaire. Une fois que tu as fini de regarder le spectacle, tu appuies sur un autre bouton. Et la planète se reconstitue comme si tu avais rembobiné. Tu t'approches de la prochaine planète sur ton chemin. Sa surface se cache sous une atmosphère très dense composée de dioxyde de carbone. Si tu décidais d'atterrir sur Vénus, tu verrais passer d'épais nuages d'acide sulfurique. Tu verrais la surface de la planète d'un brun rougeâtre, sèche et incroyablement chaude.
Tu marcherais probablement sur des plaines plates et lisses, couvrant 2/3 de la surface de la planète. Et tu resterais bouche bée devant les 1600 volcans qui parsèment Vénus. Malheureusement, tu ne pourras pas faire tout ça car tu appuies sur le bouton. Boum! D'énormes morceaux de basalte sont projetés depuis le centre de l'explosion. C'était la croûte de la planète, épaisse de 19 km. Puis tu aperçois des météores brillants et brûlants qui volent vers toi à une vitesse phénoménale. Ce sont des morceaux du manteau rocheux en fusion de Vénus. La pluie de feu semble infinie, peut-être parce que le manteau avait une épaisseur de 1900 km. Mais ce n'est pas la partie la plus massive de la planète. La puissance de l'explosion fait éclater le noyau ferreux de Vénus. Ce noyau était 2 fois plus large que le manteau. Tu atteins une bille bleue qui n'est autre que ta planète natale. À quoi ressembleront ces entrailles dispersées dans l'espace? Vue d'en haut, la Terre est jolie. 71% de sa surface est bleue à cause de toute cette eau, mer et océan. Il y a aussi des zones de vert, de jaune et des tourbillons bruns et blancs. Tu appuies sur le bouton. La planète éclate dans une grêle de roches. C'est ce qui reste de la fine croûte terrestre et du manteau, beaucoup plus épais. Ce dernier occupait près de 84% du volume de la planète. Tu vois la pluie rocheuse se transformer en quelque chose de beaucoup plus liquide. C'est du fer et du nickel brûlant qui constituaient le noyau externe de la Terre. Ces métaux ne subissaient pas assez de pression pour être solides. La détonation est si puissante qu'elle fait éclater le noyau interne de la Terre. C'est une boule solide de fer et de nickel. Une fois que les morceaux se sont séparés, ils suivent leur propre orbite autour du Soleil. Les morceaux les plus massifs s'écrasent sur la Lune et certains voyagent plus loin avant d'être avalés par notre étoile. Tu ne peux pas t'attarder, la planète rouge t'attend. La surface de Mars est couverte de poussière de couleur rouille. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais dans la plupart des endroits, elle fait 2 mètres d'épaisseur. Le sol est de couleur or, marron, beige et même verdâtre. La teinte dépend des minéraux qui composent le sol. La surface de la planète est rocheuse, elle est couverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. Boum! Mars est une planète rocheuse. Tu dois esquiver des morceaux de croûte de la taille d'une montagne composés de basalte volcanique. Ce que tu vois ensuite te donne l'impression que tu as fait exploser d'énormes quantités de dentifrice à base de roches molles. C'est le manteau de Mars, composé d'oxygène, de silicate et d'autres matériaux. Et puis les morceaux volants redeviennent solides. Ah, c'est autour du noyau de la planète. Il était solide, composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Des milliards de fragments de toute taille, de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, sont projetés dans toutes les directions. Mais seuls quelques-uns ont suffisamment d'élan pour quitter le système solaire. L'événement entier modifie légèrement l'orbite de la Terre, et la température sur notre planète augmente de 10 degrés Celsius. Tu laisses les planètes rocheuses derrière toi, et tu te rapproches de la première géante gazeuse sur ton chemin, Jupiter. D'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs cachent sa surface. Ils donnent à la planète un aspect coloré et joliment rayé. Tu appuies sur le bouton. Cette fois, le spectacle est différent. Au lieu de morceaux de croûte solide, tu vois des jets de gaz qui accélèrent depuis le centre de la planète. C'est ce qui composait l'atmosphère de Jupiter, faite d'hydrogène et d'hélium gazeux. En un rien de temps, la matière qui s'échappe dans l'espace devient liquide. C'est l'hydrogène qui change de forme sous l'immense pression atmosphérique qui règne au plus proche du centre de la planète. Un peu plus tard, le liquide est déjà un mélange d'hydrogène métallique et d'hélium. Et enfin, quelque chose de solide. C'était probablement le noyau de Jupiter, 14 à 18 fois la masse de la Terre. Le diamètre de la géante gazeuse était d'environ 145 000 km. Mais l'explosion ne dure pas plus d'une demi-seconde. Elle est cependant si forte qu'elle fait s'évaporer les planètes plus petites comme Mars et la Terre. Le Soleil reste à peu près intact. Il devient plus chaud et plutôt instable pendant un moment. Mais cela ne dure pas longtemps. La prochaine géante gazeuse sur ton chemin est Saturne. À première vue, on dirait que la planète a une surface. La sphère brun-jaune, apparemment solide, est entourée de couches de nuages. Les anneaux caractéristiques de Saturne sont impressionnants et colorés, gris, beige et brun.
Ce sont en fait des groupes de petits anneaux composés de morceaux flottants de glace, de roches et de poussière. Ces morceaux vont de la taille d'un caillou à celle d'un énorme gratte-ciel. En orbite autour de Saturne, ils ne cessent d'entrer en collision et les plus gros morceaux se brisent. Tu es surpris de voir que les anneaux ne sont pas parfaitement ronds. Ils présentent des courbures causées par la force gravitationnelle des lunes voisines. 53 d'entre elles ont été répertoriées à ce jour. Titan, un monde glacé plus grand que notre Lune et même que Mercure, est la plus grande d'entre elles. Ce que tu vois ressemble étrangement à ce qui s'est passé lorsque tu as fait exploser Jupiter. Il n'y a qu'une seule différence. Les anneaux de Saturne se brisent, envoyant des roches et de la glace voler dans l'espace à une vitesse incroyable. Les plus gros morceaux s'écrasent sur les lunes de la planète, détruisant totalement les plus petites d'entre elles. Tu vois des courants de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec un peu de méthane, d'ammoniac et d'eau. Ils s'éloignent à une vitesse vertigineuse de l'endroit où se trouvait le centre de la planète. Ensuite, des éclaboussures de matière liquide, c'est de l'hydrogène liquide qui devient ensuite métallique. Et enfin, les morceaux du noyau solide constitués de matériaux rocheux. Tu as maintenant devant toi la magnifique sphère bleu-vert de la géante glacée Uranus. La planète prend cette teinte inhabituelle lorsque la lumière du Soleil se reflète sur sa surface. De plus, l'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane gazeux qui absorbent la lumière rouge. Quoi qu'il en soit, badaboum! Cette fois, ce sont d'abord d'énormes blocs de glace qui se précipitent dans ta direction. Ils constituent la partie du manteau glacé de la planète qui représentait 80% de son volume total. Mais pourquoi cette glace a-t-elle l'air liquide? Sur Uranus, le liquide gelé n'est pas solide comme sur Terre. La glace est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane. On l'appelle souvent l'océan au ammoniac. Après l'étrange pluie de glace, tu vois des morceaux solides du noyau rocheux de la planète. Il était petit, pas plus de la moitié de la masse de la Terre. Certaines des lunes d'Uranus sont pulvérisées dans l'explosion, et plusieurs sont même éjectées hors du système solaire. L'explosion déplace aussi légèrement l'orbite de Neptune. Et enfin, c'est au tour de la dernière planète sur ton chemin. Neptune est bleu à cause d'une couche de gaz tourbillonnante et de nuages permanents. Pas le temps de s'attarder. Boum! La planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir appuyé sur le bouton, tu vois le manteau liquide de Neptune éclater. Il ressemble à un ballon rempli d'eau jeté du 50e étage. Cela envoie des éclaboussures d'eau, d'ammoniac et de méthane glacé dans l'espace. Elles sont suivies par des restes du manteau de la planète, ressemblant à de la lave. Il était liquide, rougeoyant et riche en méthane, en ammoniac et en eau. Et voici ce qui reste du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux. La planète fend le vide de l'espace. Son orbite est instable, comme une boule de billard qui glisse sur la table à la recherche d'une cible pour entrer en collision. Seulement, cette boule a la taille de Mars, et elle fuse à 15 000 km/h. Boum! Elle s'écrase sur une autre planète. Cet objet de la taille de Mars s'appelait Theia, et ce sur quoi il s'est écrasé était la Terre. L'impact a libéré 100 millions de fois plus d'énergie que l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures. La collision planétaire a projeté des tonnes de débris solides dans l'espace. Mais un seul des deux corps célestes a survécu. Theia a été détruite, puis entièrement avalée par cette Terre primitive. Mais ces débris ne sont pas allés voler sans fin dans le vide cosmique. Non, quelque chose de crucial s'est produit. Tous ces morceaux solides se sont rassemblés en un nuage. La gravité les a comprimés ensemble, les pressant de plus en plus. Et au final, notre Lune est née. C'est ce qu'affirme la théorie. Au moment de l'impact, le système solaire venait de se former. Et ce rendez-vous aux proportions épiques n'aurait probablement pas eu lieu si une planète nommée Jupiter, alors nouvellement formée, n'avait pas projeté Theia hors de son orbite et directement sur la Terre. Notre jeune planète a résisté à l'impact. Le temps a passé, la Terre a évolué. Sa surface est devenue méconnaissable au cours des 4,5 milliards d'années suivantes. Il est difficile pour l'esprit humain de se représenter une durée aussi phénoménale. Nous allons donc tout condenser en une journée. Si minuit est le moment où la Terre s'est formée à partir du gaz et de la poussière qui sont restés après la création du Soleil,
les 4 premières heures ne présentent qu'une planète sans vie. Chaude, couverte de lave, constamment bombardée par des astéroïdes et, comme tu le sais maintenant, par une autre planète. Mais la vie trouve toujours un chemin. Les premières cellules apparaissent. Il est 4 heures du matin sur notre horloge. À 14h08, on peut voir la forme du premier organisme unicellulaire. Ce n'est qu'à 20h28 que les plantes marines apparaissent. 20 minutes plus tard, qu'est-ce que c'est que ça ? Des méduses. Après elles, la planète s'épanouit avec divers poissons, reptiles, insectes. Les forêts poussent à 22h30. Entre 22h56 et 23h40, les dinosaures parcourent la Terre. Ces lézards géants auront régné sur notre planète pendant moins d'1 heure. 1 minute avant l'extinction des dinosaures qui se produit à 23h39, les premiers mammifères commencent à marcher sur la planète. À 23h58 et 43 secondes, les humains apparaissent. À l'échelle cosmique des choses, nous n'avons régné sur cette planète que pendant 1 minute et 17 secondes. Voici donc la principale question qui déconcerte les scientifiques. Pourquoi la vie sur Terre ne s'est-elle jamais arrêtée d'exister ? Elle avait pourtant toutes les raisons de le faire. Pourquoi notre planète n'est-elle pas devenue comme Vénus ou Mars ? Toutes deux avaient autrefois une atmosphère et des océans. Aujourd'hui, ce sont des déserts sans vie. Oublie les concepts scientifiques complexes et les théories sur la structure de l'univers. Notre petit caillou et tous ses habitants ont tout simplement une chance incroyable. Le professeur Toby Tyrrell de l'université de Southampton a eu recours à des programmes informatiques et des simulations climatiques pour résoudre l'énigme de savoir pourquoi les collisions d'astéroïdes et les périodes glaciaires n'ont pas transformé notre petit caillou en un no man's land sans vie. L'équipe de recherche n'a pas sélectionné 10, 100 ou 1000 planètes virtuelles semblables à la Terre. Elle en a utilisé 100 000 pour cette expérience. Et chacune de ces 100 000 planètes a subi une centaine de simulations. Ils ont exposé ces planètes virtuelles à différents phénomènes. Elles ont été bombardées par des astéroïdes, gelées, soumises à des éruptions épiques de supervolcans qui ont noirci le ciel et bloqué les rayons du soleil. Seulement 9%, soit 8700 d'entre elles, ont survécu une fois sur 100 simulations. Dans ce groupe, 4500 planètes sont restées habitées 10 fois. Sur une seule planète parmi 100 000, la vie ne s'est pas arrêtée après chacune de ces 100 simulations. Si la vie est une loterie, la Terre a eu beaucoup de chance. En 2009, le télescope Kepler, unique en son genre, a été lancé dans l'espace. Sa tâche ? Rechercher une parcelle du ciel nocturne, soit 150 000 étoiles à la recherche de planètes rocheuses semblables à la Terre. En 9 ans de service, il a fini par sonder plus de 500 000 étoiles. Pendant tout ce temps, et avec toutes ces observations sur près d'une décennie, Kepler a découvert 2600 planètes potentiellement semblables à la Terre. Ce qui est étrange, c'est que la plupart d'entre elles sont d'un type que l'on ne trouve pas dans notre propre système solaire. Elles ont une taille comprise entre celle de la Terre et celle de Neptune. Mais revenons à la vraie Terre. Si tu t'éloignes des villes et que tu regardes le ciel nocturne, tu verras un océan d'étoiles. Si la nuit est claire avec un œil non exercé, tu pourrais compter un maximum de 2500 points lumineux. Pourtant, il y a au moins 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Certaines estimations portent même ce nombre à 400 milliards. Alors, d'où vient cet énorme écart ? Eh bien, compter les étoiles n'est pas exactement un travail facile. Les scientifiques ne numérotent évidemment pas chacune d'entre elles individuellement. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Tu sais combien de temps il faut pour compter jusqu'à 1 milliard ? Plus de 30 ans. Maintenant, multiplie ce chiffre par 400. Bref, au lieu de cela, ils observent de petites parcelles de l'espace et utilisent des formules scientifiques complexes pour en extrapoler le nombre total d'étoiles. Tu peux toi-même réaliser une expérience similaire. Imagine un seau rempli de 5 kg de pierre, de sable, de terre et d'autres éléments. Ta mission ? Estimer le nombre de pierres présentes dans ce mélange. Tu ne vas compter que les pierres que tu peux voir du dessus. Faire une estimation approximative de leur volume et de leur poids, du pourcentage du total que tu peux voir et, avec quelques calculs, tu peux obtenir un chiffre. Sera-t-il exact ? Non. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas savoir si les pierres dans le seau sont réparties uniformément. Ou si elles ont toutes à peu près la même taille. Et si celles du fond, s'il y en a, sont plus grandes ou plus petites que ton échantillon de surface.
elle pourrait avoir des poids et des volumes complètement différents. Ce seau est notre galaxie, la Voie lactée, et les pierres que tu comptes sont les étoiles. Ce que l'on cherche à démontrer ici, c'est que les scientifiques ne peuvent pas savoir avec certitude combien d'étoiles il y a vraiment. Peut-être 100 milliards ou peut-être 4 fois plus. Parmi celles-ci, 4 milliards sont semblables à notre Soleil. Dans notre propre galaxie, l'estimation la plus souvent admise pour les planètes qui pourraient potentiellement accueillir la vie est de 300 millions. Mais comme le veut la tradition de l'inexactitude scientifique, ce nombre pourrait atteindre 5 milliards ou plus. Dans tous les cas, cela nous fait un bien large parc immobilier. Et on ne parle que de la Voie lactée, mais écoute ça. Elle n'est qu'une des 200 milliards de galaxies de l'univers observable. Les recherches les plus récentes estiment que ce nombre est 10 fois plus élevé, quelque chose comme des billions de galaxies dans l'univers. Et nous avons examiné moins de 10% d'entre elles. Quant au nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers, les scientifiques l'estiment à 1 quadrillion, c'est-à-dire 1 suivi de 24 zéros. Encore une fois, il ne s'agit que d'estimation, car nous ne pouvons pas en être sûrs. Jusqu'à présent, une chose est claire. Notre Terre est le seul endroit de l'univers que nous connaissions où il y a de la vie. Et pourtant, cette planète a fait tout ce qu'elle pouvait pour changer la donne. Au cours des 540 millions d'années passées, plus de 20 extinctions massives ont eu lieu. La dernière a eu lieu il y a 66 millions d'années. Oui, c'est celle qui a vu disparaître les dinosaures et 75% de toute vie sur Terre, soit dit en passant. Un objet de 11 km de diamètre s'est écrasé sur notre planète. Il allait 120 fois plus vite que la voiture la plus rapide d'aujourd'hui. Sur plus de 1,5 million de kilomètres autour du point d'impact, tout a pris feu. Un énorme tsunami a soulevé les océans du monde entier. Des milliards de tonnes de poussière et de soufre se sont élevées dans le ciel et ont bloqué les rayons chauds du soleil. Un refroidissement global s'est produit sur Terre. Il y a un peu plus de 200 millions d'années, une extinction massive moins connue a éliminé la moitié de toute vie sur la planète. Il est fort probable que les volcans ou un impact d'astéroïdes en aient été responsables. D'autres théories affirment que le mouvement des plaques tectoniques a déclenché une autre période glaciaire. À cette époque, d'énormes crocodiles régnaient sur la Terre. Ils ont disparu et de nouveaux animaux sont entrés dans les arènes de la préhistoire, les dinosaures. Mais le pire que cette planète ait jamais connu est l'extinction Permien-Trias, il y a environ 250 millions d'années. 80% de la vie marine, 70% des animaux terrestres et des plantes, tout a disparu. Les volcans ont craché une quantité colossale de lave là où se trouve l'actuelle Sibérie. Et cela a affecté la planète entière. Il y a environ 445 millions d'années, la forme de vie dominante sur notre planète était les invertébrés marins. Il n'y avait qu'un seul continent, Gondwana. Et les plantes commençaient tout juste à fleurir sur Terre. Mais quelque chose s'est produit qui a éliminé 75 à 85% de tous les organismes vivants. Cela a pu être une période glaciaire, une hausse des températures ou un phénomène encore plus effrayant. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une énorme étoile qui a explosé à 6000 années-lumière de la Terre. Elle aurait projeté un jet de rayons gamma qui aurait déchiré l'espace. Et la pauvre petite Terre se trouvait sur sa trajectoire. La couche d'ozone a été brûlée instantanément. Oui, et nous en avons clairement besoin pour nous protéger. Peu importe à quel point la planète ou même l'univers essaie d'anéantir la vie sur Terre, qui est d'ailleurs née en défiant toute probabilité, la vie trouve toujours un chemin. Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle.
Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes. Mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glaces situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques.
Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et tes objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottants dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous.